Depuis le début de l'année 2023, Ray Dalio n'a cessé de donner des interviews, que ce soit sur les différentes chaînes de télé nationales américaines, au Asian Summit, au World Economic Forum de Davos, ou alors en intervenant dans différents podcasts afin de mettre en garde la population sur les dangers que peut représenter l'économie dans les années à venir, donc dans les 5 à 10 années qui arrivent. Alors heureusement, et contrairement aux différents économistes qui préfèrent tirer la sonnette d'alarme à tout va, Ray Dalio va certes poser les problèmes, mais aussi proposer des solutions que tout le monde peut mettre en place. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quelles solutions tu as avec ton argent pour le protéger et le faire fructifier, même dans des temps de grande incertitude. Alors comme évoqué dans l'introduction, nous sommes à une sorte de croisée des chemins entre différents événements qui ont pu avoir lieu dans le passé et qui, quand ils se sont produits, ont montré un clap de fin pour les différentes civilisations et qui ont remis en cause les puissances mondiales du moment. Selon Ray Dalio, aujourd'hui nous sommes confrontés à deux grands problèmes. Le premier problème est qu'il y a eu un déploiement massif de dettes de la part des gouvernements. We are at a point in which we are borrowing money to pay debt service. And there is a process by which when you keep having debt growth faster than income growth, then that means that you have debt service encroaching on your spending. That's the same for the government as it is for us. And as that happens, and you want to keep spending at the same level, there is the need to get more and more into debt. And the way that works, it's like it accelerates. We are at the point of that acceleration, which creates the supply-demand problem. Que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, en France, tu peux voir que la dette du gouvernement n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. La croissance de cette dette est assez phénoménale. En soi, la dette, c'est pas forcément quelque chose qui peut être problématique dans la mesure où on peut prendre des entreprises qui sont très endettées, mais quand on regarde leur bilan comptable et leur compte de résultat, on voit que cette dette, elles peuvent la payer. Le problème aujourd'hui avec les États et les gouvernements comme les États-Unis ou la France, c'est que cette dette qu'ils sont en train de contracter, ils n'ont pas un bon bilan comptable pour la soutenir. Alors oui, ce sont des États, donc potentiellement, ce sont des entités qui ne mourront jamais et qui peuvent s'endetter sur 100, 200, 300, 500 ans, 1000 ans, contrairement à une entreprise ou un individu. Mais il faut pas oublier que le problème avec tout ça, c'est que quand tu as un compte de résultat négatif, comment est-ce que tu fais pour payer la dette? Il y a un moment où ça va bloquer. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les gouvernements ont plus d'intérêt à payer de cash, qui vont faire de bénéfices entre guillemets, et donc pour rembourser la dette qu'ils ont déjà contractée, ils doivent rajouter de la dette par-dessus celle-ci. Donc ils s'utilisent de la dette pour repayer la dette. Donc tu vois un petit peu la boule de neige. Mais ça s'arrête pas là. Ça vient souligner un autre problème qui va être un problème d'offre et de demande. Pour que le gouvernement ait de la dette, il faut qu'il y ait des personnes qui acceptent de prêter de l'argent à ce gouvernement, comme n'importe qui. Si tu vas à la banque pour faire un prêt immobilier, un crédit à la conso ou quoi que ce soit, c'est pas garanti que la banque va accepter de te prêter de l'argent. Elle va regarder tes bilans et ensuite elle va te dire ok, on te prête de l'argent ou non. Avec les gouvernements, a priori, c'est un peu plus simple parce qu'ils peuvent aussi créer de la dette pour le public avec des bons du trésor, des obligations. Mais il y a toujours ce truc d'offre et de demande, c'est-à-dire si plus personne ne veut prêter de l'argent, eh bien ça emmène les gouvernements à la faillite parce qu'ils peuvent plus payer la dette à laquelle ils ont déjà souscrit. Le deuxième point qui vient embêter, on va dire, cette loi de l'offre et de la demande par rapport à cette balance, c'est les taux d'intérêt. Then there's the big question of the supply-demand for bonds. In other words, the government produces a certain amount of bonds that are in light of, in size, that is equivalent of roughly the size of the deficit. That means they're going to have to sell a lot of bonds. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont relativement élevés, aux alentours de 5%, avec une inflation à 3%. Cette différence entre le taux d'inflation et les taux d'intérêt reste intéressante pour les investisseurs, c'est-à-dire que l'inflation à 3%, l'investisseur se met dans la poche 2% avec des obligations. Mais maintenant, admettons qu'on ait une inflation qui reparte à la hausse, tout en ayant des taux d'intérêt assez élevés, et qu'on passe à une inflation qui va à 4%, 4,5%, alors qu'on a des taux d'intérêt toujours à 5%, ça fait plus que 1% de différence, et c'est de moins en moins intéressant pour les investisseurs. Donc on se retrouve dans un schéma qui est pas vraiment favorable pour que les personnes demandent de prêter leur argent au gouvernement. On va ajouter en plus à ça que avec des taux d'intérêt élevés, l'inflation va baisser parce que l'économie va être ralentie. Donc si l'économie est ralentie, ça fait potentiellement moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, donc moins d'argent pour payer cette dette. Donc on a encore une fois besoin de plus de dettes pour repayer ça. Et vu qu'on se refinance en ce moment avec des taux élevés, c'est pas forcément super simple
sain comme attitude pour un gouvernement et surtout pour une économie qui reste saine et qui ne fasse pas faillite. Donc ce que Ray Dalio essaie d'expliquer avec ça, c'est que on est arrivé à un point où il y a une sorte de shift qui est fait, où maintenant le gouvernement utilise de la dette plus chère pour rembourser sa dette moins chère et ça fait une accélération. Là, on est vraiment dans la phase d'accélération de la boule de neige, c'est-à-dire que au début ça part comme ça et puis maintenant qu'on a passé ce niveau où les intérêts sont trop élevés pour rembourser, donc on est obligé d'utiliser la dette, ça fait que s'accélérer jusqu'à ce qu'il y ait un défaut de paiement ou qu'il y ait des guerres ou autre chose, mais qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour cette dette. Le deuxième grand problème auquel on fait face actuellement, c'est des conflits internes qui s'accentuent, qui deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus visibles. Political issue, the internal social conflict issue there is something that is affecting foreign demand for bonds. For about 40% of our debt is sold to foreigners. And so there is a concern of the American politics. Alors, on a commencé à voir la guerre Ukraine-Russie, le conflit israélo-palestinien, mais si tu regardes maintenant au sein de ton pays, que ce soit la France, les États-Unis ou je pense beaucoup de pays, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis la pandémie, on a vraiment une plus grande distinction entre la droite et la gauche, entre les progressistes et les conservateurs. On a vraiment une séparation marquée où la droite devient de plus en plus à droite et la gauche de plus en plus à gauche. Je pense que tu peux me le confirmer. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as l'impression que ça s'est accéléré depuis 2020, depuis la pandémie, mais c'est un phénomène qu'on remarque de plus en plus. Et le fait qu'on ait cette grande différenciation, ça fait que, par exemple, on a les élections aux États-Unis qui vont arriver ici en 2024. Si Biden est réélu, ça veut dire que potentiellement les progressistes vont garder le pouvoir pendant 4 prochaines années, et c'est ce qui va être inculqué aux enfants, ce qui va être inculqué dans la mentalité. Et donc tous ceux qui sont plutôt conservateurs ne vont pas être contents, ça va augmenter les conflits. Les marchés boursiers, à cause de ça, pourraient mal réagir, l'économie pourrait mal réagir. Mais d'un autre côté, si on a Trump qui est élu, qui est plutôt conservateur, bien on a le même problème qui va se passer parce que on a deux camps qui sont tellement grands maintenant que, eh bien, au final, les autres qui vont pas être contents, ça va faire pareil et ça pourrait avoir un impact négatif sur les marchés et les faire chuter. Donc on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises avec peu importe ce qui se passe, finalement la résultante ne pourrait pas être si bonne, contrairement à certaines années où avec les élections présidentielles, il y avait clairement un président, s'il était élu, c'était plutôt bon pour les marchés et l'autre pas bon. Et bien là, j'ai l'impression que peu importe qui sera élu, ça risque de pas forcément être bien reçu pour les marchés. Et le problème qui est encore plus profond avec ces tensions politiques, c'est que un homme politique, un parti politique, son objectif durant son mandat, c'est d'être réélu. C'est pas vraiment que le peuple soit dans des meilleures conditions, que la vie soit bien, etc. Non, c'est que le peuple les aime suffisamment pour être réélu. Mais aujourd'hui, si on revient à ce que j'ai dit précédemment et ce que Ray Dalio mettait en avant, c'est que pour pouvoir payer cette dette, il faut augmenter les recettes, ok? Donc il faut améliorer le bilan comptable, donc réduire les dettes et augmenter ce qui rentre dans les comptes. Donc comment est-ce qu'on fait pour réduire les dépenses afin d'avoir un bilan positif? Ça va être réduire les coûts des armées, des opérations de défense, etc. Ça va être réduire les infrastructures, réduire les budgets de la sécurité sociale, réduire les aides. Et ça, ce sont des choses qui ne plaisent pas à la population, parce qu'en règle générale, les gens, si on leur a fourni des aides, ils veulent plus qu'on leur coupe les ailes, ils veulent plus que d'un coup, on leur retire les privilèges qu'ils ont pu avoir. Et pour gagner plus d'argent pour un gouvernement, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est de faire rentrer plus d'impôts. Donc pour faire rentrer plus d'impôts, c'est soit on arrive à accélérer l'économie drastiquement sans bouger les impôts, et donc vu qu'il y a beaucoup plus d'économie qui est faite, beaucoup plus de ventes, il y a plus d'argent qui rentre en impôts, ou alors d'augmenter la taxation, de mettre des niveaux d'impôts plus élevés, et ça encore une fois c'est quelque chose qui va pas vraiment plaire aux personnes qui vivent dans les pays concernés, parce que les gens ne veulent pas travailler autant, gagner autant et payer plus d'impôts, donc à la fin ils auront moins d'argent. Donc on est un petit peu encore une fois dans un piège, parce que les gouvernements ne prendront pas forcément des décisions qui seront saines pour tout le monde, étant donné que leur but c'est d'être réélu. Et pour être réélu, eh bien, ils doivent faire en sorte que tout ça, on n'y touche pas trop, parce que sinon, les gens ne vont pas les aimer, même si c'est pour leur bien, même si c'est une sorte de destruction créative pour le futur. Donc là, encore une fois, Ray Dalio met en avant que tous ces événements qu'on est en train de constater sont vraiment, entre guillemets, dangereux, et on est un peu dans des impasses. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de nouvel ordre mondial. Et il faut savoir que sur les 1000 dernières années, 2000 dernières années, 3000, 4000, etc., eh bien, souvent, il y a deux choses qui font qu'il y a un énorme changement dans les ordres mondiaux. Ça va être les pandémies. Souvent, suite à une pandémie, on a des changements qui arrivent et une grande avancée technologique. On a pu le voir suite à la dernière pandémie que cette gauche et la droite politique, entre guillemets, se séparent de plus en plus. Et maintenant, avec l'arrivée de l'IA, tout ça peut s'accélérer. Alors, on ne sait pas si ça va vraiment se passer, mais c'est des choses qui peuvent se produire et qu'il faut garder en tête.
Assez parlé des problèmes, maintenant il faut passer aux solutions et dans les discours de Ray Dalio, j'ai retrouvé 4 grandes solutions qui proposent pour investir ton argent et le faire travailler afin de te protéger de tout ça et de garder un maximum de liberté. Le premier, c'est de ne pas investir dans des dettes, ne pas avoir de dettes, essayer de réduire au maximum ses dettes et surtout ne pas investir dans des obligations, dans des dettes, surtout quand c'est mal géré. Donc des obligations d'entreprise, éventuellement pourquoi pas si la dette est bien gérée, mais en règle générale, tu n'auras pas vraiment des taux intéressants. Mais pour ce qui est des gouvernements, évite, surtout quand on est dans cette phase d'accélération potentielle qui va arriver. Donc évite absolument la dette qui était aujourd'hui quand même reconnue comme un investissement le plus safe possible, le plus safe du monde. Et si tu connais un peu Ray Dalio, tu sais que c'est un des investissements qui est recommandé le plus. Et bien en ce moment, il est plutôt en train de se rétracter de ça et de dire attention avec ses dettes. Deuxième chose qu'il propose, c'est d'éventuellement passer sur du cash, en tout cas sur du court terme, parce que pour Ray Dalio, cash is trash et ça restera comme ça. Mais là, sur du court terme, le temps de trouver des opportunités, et bien avoir du cash, c'est pas si bête que ça parce que les taux étant élevés, ton cash est très rémunérateur et au moins ça te permet de le bouger rapidement, de l'envoyer à droite, à gauche très rapidement pour garder cette flexibilité et cette liberté. And I don't want debt. I don't want to own debt, bonds and those kinds of things. Temporarily, right now, cash I think is a good because rates are where they are. Yeah. Because and it has its more the interest rates are fine. I don't think it'll be sustained that way because of the issues that we're talking about. So those would be my themes. Troisième grand point, c'est d'avoir un portefeuille très diversifié. Donc là, lui parle de diversification extrême, donc pays, devises, secteurs d'activité, etc. pour essayer de toucher un maximum d'économies, essayer de toucher un maximum de régions dans le monde parce qu'on ne sait pas quelle est la région qui va être émergente, on ne sait pas qui va tirer profit de tous ces problèmes. Donc autant être exposé un petit peu partout, comme ça au moins on est protégé et notre argent est entre guillemets en sécurité. C'est-à-dire que s'il y a une zone qui fait faillite, il y aura potentiellement une autre zone qui elle va vraiment émerger et donc dans cette émergence nous rapporter de l'argent. Et le quatrième grand point auquel il insiste et il faut faire attention, c'est les nouvelles technologies. I don't need to pick those who are creating the new technologies. I need to really pick those who are using the new technologies in the best possible way. They're not less part of the bubble. Il insiste sur le fait qu'il faut investir dans des entreprises qui seront capables de faire cette transition dans les nouvelles technologies. Alors, il ne parle pas forcément d'investir dans les créateurs des nouvelles technologies, dans ces entreprises qui vont révolutionner le monde avec des idées géniales, mais plutôt de se concentrer sur les entreprises qui vont être capables d'utiliser ces idées géniales pour se les approprier dans leur business et rendre leur business beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficace. Donc, encore une fois, n'essaie pas de trouver la petite pépite qui va révolutionner le monde de l'automobile, de l'informatique, de l'IA, du bâtiment, de je ne sais quoi, mais c'est plutôt d'aller sur les entreprises qui sont en place et qui sont en mesure d'utiliser ces IA, d'utiliser tous ces nouveaux outils technologiques pour continuer de progresser et continuer de gagner des parts du marché. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais mettre en avant 2 points qui me semblent vraiment importants. Le premier, c'est fais bien attention, Ray Dalio et Bridgewater, son fonds d'investissement, ne sont pas dans la performance, c'est-à-dire qu'ils ne battent absolument pas le marché. Pour autant, sur les 10 dernières années, leur performance est aux alentours de 3-4% par an. Donc on est très largement en dessous du marché, donc le marché quand on prend le S&P 500 et même quand on prend le MSCI World, on a quelque chose de très stable, c'est-à-dire que globalement, tous les ans, ça va te faire du 3% par an. Donc c'est quelque chose que tu dois bien intégrer, parce que ce n'est pas un investisseur qui va battre le marché, donc ces conseils ne sont pas pour battre le marché, c'est plutôt des conseils pour avoir ton argent en sécurité et essayer de, on va dire pas de tirer profit, mais d'être le plus en sécurité possible dans des périodes de troubles et dans des périodes difficiles. La deuxième chose que je voudrais mettre en avant, c'est ne tombe pas dans la paranoïa. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations négatives qui tournent partout, mais ne tombe pas dans la paranoïa. La réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On a beau faire des schémas, on a beau essayer de faire des anticipations, regarder ce qui s'est passé dans l'histoire ou quoi que ce soit. Jusqu'à preuve du contraire, il est impossible de prédire le futur. On peut imaginer ce qui peut se passer, on peut faire des théories, mais il y aura forcément une théorie qui aura raison et toutes les autres torts, mais c'est pas pour autant que tu dois tomber dans la paranoïa. Peut-être que tout ce qui a été avancé aujourd'hui ne sera jamais produit, peut-être que c'est absolument pas ça qu'il faut faire, peut-être que ce n'est absolument pas ce qui va se passer et que le monde va être parfait demain, qu'on va arriver à résoudre tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Donc fais bien attention, s'il te plaît, ne tombe pas dans la paranoïa, n'arrête pas de vivre ou ne commence pas à devenir aigri ou je ne sais quoi parce que le monde entre guillemets tourne mal à l'heure actuelle. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si l'investissement en bourse t'intéresse, j'ai préparé une liste de 43 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Le lien est accessible dans la description, ces entreprises sont également
vraiment sous-évalué. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu penses de Ray Dalio, ce que tu penses de ses prédictions entre guillemets, si ça t'inspire, si ça te fait peur ou quoi que ce soit. Et pense également à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.